Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième et dernier épisode de ce cours sur CatBoost. Aujourd'hui, on voit ensemble comment améliorer l'interprétabilité de vos résultats en utilisant une calibration sur vos outputs. Donc, on va utiliser la régression isotonique. Donc, l'idée, cette vidéo elle va être décomposée en trois parties. La première, je vais vous expliquer ce que c'est que la régression isotonique, comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, on va voir un cas pratique dans lequel ça m'a été particulièrement utile pour vous prouver que parfois l'interprétabilité, c'est vraiment le point clé. Euh, et ensuite, pour finir, on va la coder from scratch dans notre pipeline qu'on a déjà réalisé dans l'épisode 3, donc qui se trouve d'ailleurs juste ici. Donc, comme d'habitude, en description de cette vidéo, vous aurez le lien vers ce write-up Kaggle qui rassemble du coup forcément le plan, la structure de la série, quoi, de ce cours, et le dataset qu'on a utilisé pour tous les codes. Donc pour tous les épisodes et le code de chaque épisode. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai fork, donc dupliqué ce code-là, donc le code qu'on a fait, donc le pipeline de A à Z CatBoost. Et donc bien évidemment, hein, je précise au passage que ça ne s'applique pas que à CatBoost. Hein. Cette méthode du coup s'applique pour dès que vous voulez améliorer l'interprétabilité de vos résultats une fois que vous avez utilisé un modèle de classification ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce que c'est cette régression isotonique? Donc la régression isotonique, elle ne va pas changer l'ordre de vos résultats. C'est-à-dire que vous allez avoir les résultats, la régression isotonique, elle va les trier. En fait, elle va regarder les résultats, elle va regarder en moyenne. Ça va faire des espèces de mini-bins. Et ça va regarder, ok, donc là, de telle puissance de prédiction à telle puissance de prédiction, en pratique, il y a eu ce résultat-là. Ok. Typiquement, par exemple, si vous avez dans toutes vos prédictions entre 0 et 0,30, donc 30%, quand votre modèle prédit entre 0 et 30%, si en output vous avez systématiquement 0, ça va rassembler toutes ces prédictions-là et ça va transformer à chaque fois que la régression verra quelque chose qui est inférieur à 30%, ça va transformer directement la prédiction en 0. Et du coup, ça va vous permettre d'améliorer l'interprétabilité parce que voilà, normalement, c'est censé être plus fiable. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, donc là je vous montre, j'ai utilisé ce type de régression dans la prédiction de fraude à l'assurance voiture, les assurances auto. Et en fait, quand vous regardez, voilà, donc ça c'est le schéma, enfin la courbe post-calibration. Donc en ayant appliqué le modèle 4-boost, c'est pour ça que je vous montre ça, puis la calibration. Donc la régression isotonique. Et là, vous voyez qu'en fait, les courbes, vous avez la courbe bleue et la courbe verte. La courbe bleue, c'est ce qui est observé dans la réalité par bin, donc par découpage. Donc les bins, c'est des catégories, des groupes, si vous voulez. Average prediction, c'est du coup ce qu'on a prédit post-calibration. Et donc vous voyez que dans la bin 1, on a prédit en moyenne 0 et en réalité il y a eu en moyenne 0. Et ça c'est post-calibration parce qu'avant la calibration, ça se trouve qu'il y avait dans ces prédictions, dans cette première bin, dans les 616 premières données, ça se peut qu'il y avait des prédictions à même 5%, etc. Mais après la calibration, ça a ajusté. Donc alors, la première chose qu'on va devoir faire, ça va être du coup de sort en fait nos valeurs. Donc là, on va coder from scratch. Donc là, encore une fois, c'est le code, je l'ai juste rerun, le code qu'on a déjà fait dans l'épisode 3. Donc on va premièrement donc trier nos valeurs selon la prédiction. Donc on va les trier de la prédiction la plus petite à la plus grande. Ensuite, on va créer des bins, donc des groupes. On va en créer 5, exactement comme ce que j'ai fait là pour la fraude insurance. Et du coup, on va tester en fait avant la calibration, on va regarder les résultats pour comparer avec après. Donc, on va utiliser, donc là, le data frame s'appelle df, donc on va faire df est égal à df.sort values. On va les sort by. Donc alors, je ne vais pas détailler chaque ligne hein, là pour le coup parce que là ça n'a aucun intérêt de détailler ça puisque c'est pas un cours sur pandas, enfin sur comment manier un data frame, mais un cours sur bien la régression isotonique. Reset index up drop égale true. Alors, je vais run à chaque fois, voilà, je run à chaque fois ma ligne de code parce que vu que c'est pas un IDE, c'est un notebook sans IDE, du coup, puisque c'est Kaggle, donc une petite erreur de frappe, une petite majuscule oubliée, et hop, ça fait une erreur, donc je préfère run à chaque ligne. Donc, ensuite, on va créer du coup la colonne, dans une nouvelle colonne dans le data frame qui va s'appeler bin. Bin, c'est égal à pandas, donc PD,
.qcut. Qcut, c'est une méthode qui est très, enfin, c'est une fonction qui est très, très utile dans Pandas. Ça va vous permettre de définir. Donc, vous définissez ce que vous voulez cut. Donc là, ce qu'on veut cut, c'est df.pred, enfin df, la colonne pred de df. On veut cut en 5 bins. Donc on met q equals 5. Et ensuite, on ne veut pas de labels. Il me semble c'est labels avec un s. Labels equals false. C'était bien ça. Oui, parce que labels, voilà. Vous voyez, ça tient un peu de choses. Hein. Un S qu'on oublie et hop, ça fait une erreur. Donc c'est bien labels avec un S. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, du coup, là pour le coup, on va faire la moyenne à chaque fois entre, bah voilà, vous allez voir de toute façon au fur et à mesure. Donc results, ouais, résultat 1, voilà. Equals to df.groupBy. Donc là, on va les grouper par bin. Group by bin. Et on va utiliser ag. Et là, on va calculer la moyenne du coup des prédictions par bin, la moyenne de l'observé et la taille des bins. Donc, on va faire pred min equals. Donc c'est la colonne pred et on veut min. Hop là, virgule, on duplique. On va faire real cette fois-ci. Hop, real. Et la size, on va tout simplement mettre size equals. Et donc là, on s'en fiche de mettre real ou pred, ça revient au même. Pred et ensuite size, puisque c'est juste pour calculer notre n, quoi. Voilà. Et on va print résultat 1 pour voir si ça fonctionne bien. Vous savez quoi? Pour éviter les erreurs de copie, je vais juste faire copier-coller. Parfait, ça fonctionne. Et donc là, on a nos 7 bins, vous voyez, de taille égale, grâce à qcut. Voilà, n'hésitez pas à retenir cette technique parce qu'elle est très importante, enfin elle est très utile surtout. Et donc voilà, on a 5 bins. Vous voyez que dans la première bin, donc dans le premier groupe, en fait, en moyenne, on a prédit beaucoup plus, hop, on a prédit beaucoup plus que l'observé. Donc alors, vous allez me dire, c'est pas fondamentalement plus grand. Là, on a 0,2%, parce que là, c'est pas en pourcentage, il faut multiplier par 100 pour que ce soit en pourcentage, c'est juste des probas là. Donc du coup, on a 0,2%, alors qu'en observé, on a 0,07%, ça reste très faible. Oui, mais là, encore une fois, c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais data scientist. Ça veut dire qu'on va vraiment essayer de chercher cette perfection pour améliorer nos résultats. D'ailleurs, l'écart se creuse, enfin on voit qu'à chaque fois, hein, la différence n'est pas énorme, hein, le CatBoost fonctionne quand même très bien, même quand on met Evaluation Metric AUC, c'est-à-dire que là voilà, on prédit 32,4%, en réalité il y a 30,7%, ça fait moins de 2% de différence, enfin 2 points de pourcentage, voilà, bon, c'est pas monstrueux l'écart, mais quand même, on va essayer de montrer que une régression isotonique peut aider. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va devoir importer la régression isotonique. Donc alors, on va utiliser la classe, donc on va importer la classe isotonic regression depuis sklearn.isotonic. Donc alors là, c'est là où sans IDE ça se complique. Sklearn, faut faire gaffe aux fautes de frappe, isotonique, voilà. Import, et alors là le plus dur c'est les majuscules, isotonique avec un I majuscule et un R majuscule pour regression, isotonique, faites bien attention aux majuscules, regression, voilà, parfait, c'est bien ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir fit l'isotonique, on va faire point .fit, parce que ça c'est une classe, ce qu'on a importé, c'est pas une fonction. Donc on va devoir faire point .fit, et ensuite point .transform. Point .fit, on va entraîner la régression, du coup, on va stocker la régression dans la valeur ISO ou whatever, dans la variable, dans une variable, et ensuite on va réutiliser cette même variable, point .transform, pour utiliser la régression qu'on a fit précédemment. Donc, pour fit la régression, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez les données de test et vous splittez en deux les données de test avec des données pour entraîner la régression, voilà, la mesurer quoi, et des données pour vérifier. Ou alors, et c'est pas ce qu'on va faire, puisque nous, pour être le plus représentatif possible, vous voyez, on veut garder le même nombre de n pour avoir les mêmes size de bins en réalité. Et donc nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va utiliser X-validation pour fit la régression. Alors, ça peut paraître contradictoire, puisque là, voilà, on a utilisé le validation pool, dans lequel se trouvent X-valide et Y-valide, pour évaluer le modèle. C'est-à-dire que le modèle
a déjà vu les données de validation. Mais du coup, on ne peut pas évaluer la performance de notre modèle en utilisant les données de validation. En revanche, pour fit une régression isotonique, là on ne veut pas calculer un score AUC pour voir la performance ni rien. On peut tout simplement utiliser voilà, les données de validation, ça pose aucun problème pour tout simplement voilà, fit notre régression. Parce que en réalité, c'est pas du leakage ou quoi, c'est juste pour fit la régression. Je ne sais pas si vous avez compris la distinction. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Bon, j'espère avoir été clair. Donc là, au lieu de faire X-test, cette vidéo suppose que vous avez déjà vu le pipeline complet, hein, donc à l'épisode 3, donc il y a 2 épisodes, enfin pas l'épisode d'avant, l'épisode d'encore après, non, d'encore avant. Ça suppose que voilà, vous avez déjà vu ça, parce que du coup dans cette vidéo-là, on a vu en détail comment faire, du coup, comment décomposer nos données en 3 jeux de données, train, validation et test. Donc voilà. Donc là, on a d'ailleurs fait quelque chose de très bête, puisqu'on a écrasé nos données. On a écrasé les données, enfin la variable proba, donc les données xtest. Je vais refaire ça, hop là. La proba test, et là on va nommer ça proba valide. Je ne sais pas si vous avez compris la petite bourde que je viens de faire. Bon, c'est pas une bourde en soi, hein, mais c'est juste qu'après ça va être important pour la suite. En gros, avant dans proba, la valeur de proba c'était la valeur des probas faites sur x test, donc les soi-disant y test prédit, alors que là du coup c'est remplacé par les y valides. Donc voilà. Hop là. Donc là c'est nickel. Maintenant, du coup, comme je vous ai dit, on va nommer ISO, une variable ISO pour stocker la méthode de régression. Donc on va, hop là, faire un petit copier-coller. Et dans la méthode, en fait, dans init, on va devoir, j'espère que ça vous parle, hein. Si ça ne vous parle pas des classes, demandez aussi en commentaire, je vous ferai une vidéo dessus. On va devoir définir out of bounds. Donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Hop, bounds equals clip. C'est le mieux, enfin c'est ce que je vous conseille. En fait, out of bounds, ça veut dire, admettons, imaginez un jeu de données. Quand vous faites votre régression, en fait, vous avez seulement des valeurs entre 0.3 et 0.7. Si après vous essayez d'entraîner cette régression avec des valeurs telles que 0.8, elles n'ont jamais été vues par le modèle, enfin par la régression, donc il va y avoir une erreur. Donc là, clip, ça veut dire que ça rapproche en fait de la plus grosse valeur connue, donc pour 0.8, ou alors de la plus faible valeur connue. Si par exemple on a 0.1 et que la plus faible valeur connue c'est 0.3, ça va prendre la valeur de 0.3. Voilà. Bon, c'est un petit peu un détail, mais moi je vous conseille de mettre point clip. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va écraser la variable ISO, puisqu'on va utiliser ISO.fit. Donc là, on va fit la régression en utilisant les probas de validation. Et on va lui donner les vraies valeurs de validation, donc Y valide. Voilà, là la régression elle est fit. Maintenant, on va faire les outputs, on va les transformer. Donc on va mettre finals, par exemple, en nom de variable, des outputs finaux de Y-test, enfin les Y-test prédits calibrés, on va les appeler finals, iso.transform, donc là on applique la régression isotonique, et on va transformer quoi? On va transformer probatest, ici, et ensuite du coup on va refaire exactement la même chose en fait que avant. On va faire un petit data frame, voilà, df, cette fois-ci on va l'appeler final. Dans pred, au lieu de mettre proba, on va mettre finals. On peut print le df final si on veut, bon ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Bon, si, quoi que c'est utile du coup pour voir la précision comment dirais-je, les prédictions. Vous voyez que là les prédictions, en fait il y a des prédictions qui se répètent normalement. Bon alors là on n'en voit pas, enfin si on voit du coup qu'il y a des zéros, il y a des zéros catégoriques. Alors que ici, vous voyez, voilà, ça c'est très bien, par erreur, hein, je n'avais pas prévu de le print et de vous montrer comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc je vais essayer de zoomer, voilà, comme ça vous allez voir. Donc ça c'est une fois que la régression elle a été appliquée. Vous voyez que là par exemple, pour la première valeur, donc là, il ne faut pas regarder à gauche, hein. À gauche c'est juste l'index, on s'en fiche. Ce qu'il faut regarder c'est les deux à droite, les deux valeurs à droite. Donc ça prédit 1, enfin la valeur réelle est 1, puis 0, puis 1, voilà. Et dans la prédiction, une fois que la calibration a été faite, on a 1, 0.01 et 0.95. Alors qu'avant, on avait
0,996. Alors, vous allez me dire, c'est pareil. Mais justement, c'est cette petite différence qui va nous faire, voilà. Là, par exemple, on avait 0,95 une fois que la calibration a été appliquée, et là, on a donc 95% contre 88%. Donc, on voit que voilà, ça va juste améliorer ce petit truc, et c'est ce qui fait la différence. Et encore une fois, en fait, quand vous vous adressez à des professionnels, donc là, par exemple, pour les car insurance, on s'adresse à des professionnels de l'assurance. Quand je m'adresse à eux, je ne vais pas leur dire, ok, non mais vous inquiétez pas, hein, le modèle il est parfait, il est super bien, puisque mon score AUC est très bien. Eux ils savent pas ce que c'est forcément qu'un score AUC. Alors peut-être qu'ils savent, hein, je veux dire, je veux pas dire qu'ils ils ont pas la connaissance tout ça. Ce que je veux dire c'est que c'est pas leur boulot. Eux leur boulot c'est de faire des assurances. Donc ils vont regarder ce que le modèle, l'output du modèle, ils vont pas chercher est-ce que le modèle est performant sur le papier. Enfin en théorie, ils vont regarder sur le papier output, qu'est-ce que c'est la réalité. Voilà, c'est tout. Donc, bon, voilà, on va supprimer le print, on s'en fiche un petit peu maintenant. Et on va refaire la même chose pour avoir, hop là, ici. Donc alors, on va transformer juste DF, on va transformer tous les DF en DF final. Donc j'ai juste fait un copier-coller de ce qu'on a fait juste avant, hein, c'est exactement la même chose. Hop là, DF final, hop, 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 hop. Et normalement, ça devrait être bon, je pense. Puisqu'on a gardé les mêmes noms de colonnes. Non, ça va pas. Ok, oui. Alors, bon, alors en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que mon explication n'était pas du tout claire. Donc voilà, on se retrouve le lendemain pour réexpliquer de manière plus claire, en vous donnant un exemple très concret. Et puis après, par la suite, dans cette vidéo, puisque j'ai aussi eu un problème micro à un moment, donc je dois retourner aussi quelque chose d'autre, on va regarder le data frame en détail, et vous allez voir avec l'exemple chiffré de notre projet. Mais bon, en fait, l'erreur qu'on a eue, l'erreur de duplicate, ça signifie qu'on va prendre un exemple tout simple. Admettons, on a 100 données. On va faire un qcut est égal à 4. Donc on va séparer tous les 25. On va faire des bins de 25. Ok. Admettons que nos 50 premières données soient égales. Admettons, elles valent toutes 0. Et bien en fait, Pandas, il ne peut pas faire un qcut. Il ne peut pas faire un qcut, pourquoi? Parce que il se dit, ok, mais quelle valeur du coup je choisis pour le qcut? Parce que le qcut doit être de 25. Mais les 25 premières valeurs et les données entre 25 et 50 sont les mêmes. Du coup, elles doivent être dans la même bin. Ça n'a pas de sens qu'elles soient dans deux bins différentes alors qu'en réalité, ce sont les mêmes. Et donc c'est exactement ça que ça nous a dit. Et voilà. Donc selon... bon, ça, je vous en dis pas plus, je vous explique ça après quand on revient. Donc c'est duplicate égale drop après vérification. Duplicate égale drop et c'est à ce niveau-là, c'est dans le qcut. Voilà, ici. Hop, duplicate, il n'y a qu'un P à duplicate, je crois. Huh. Oui, il n'y a qu'un P. Égale à drop. Entre guillemets, c'est mieux. Et voilà, et là, en fait, vous voyez qu'en faisant ça, il y a eu un groupe qui est parti, à savoir le premier groupe. Donc, du coup, vous voyez que même si on a du coup un bin de moins, les prédictions sont vraiment meilleures au niveau de l'interprétabilité. Et il y a zéro leakage, encore une fois, puisque on a absolument pas fit sur test. Rappelez-vous bien, on a fit sur validation. Donc là, les données de test, c'est la première fois que la régression les voit. Et vous voyez que là, c'est aberrant quand même la différence. Et donc on va terminer la vidéo sur l'interprétation des résultats et à quel point est-ce que ça fonctionne. Donc petite anecdote, j'ai dû rerun le code plusieurs fois puisque j'avais pas mis de random seed en fait, enfin de random state ici dans le découpage des données. Ce qui fait que en fait à chaque fois les données prises étaient différentes et donc le modèle a eu des outputs qui sont différents et je me retrouvais avec 5 bins comme pour la première analyse. Donc vous voyez en fait, le duplicate parfois il est très utile et parfois il ne l'est pas, mais dans le doute il faut toujours le mettre. Mais là du coup c'est bon, je les rerun jusqu'à temps qu'ils soient encore. Donc ce qu'on va faire juste c'est qu'on va transformer ça en pourcentage parce que c'est un petit peu illisible, hein, disons-le. Hop, donc on fait x100 et on fait x100 ici aussi. Hop, hop, on rerun. Qu'est-ce qu'on a là? On va commencer par les bins du bas. Puisque la size est relativement similaire, alors que la première bin, vous voyez, elle a rassemblé en fait la bin 0, la bin 1 et une partie de la bin 2, puisque la taille est de 3050 éléments, et que la taille de chaque bin est de 1300 pour la première séparation. Donc ça veut dire que ça a pris les 2600 éléments ici, enfin les 2605 pour être précis, et ça a pris les autres éléments de la bin numéro 2. Donc bon, on va surtout s'axer sur les trois bins autres que la bin 0. Donc si on prend la troisième bin, on voit que la différence entre la prédiction et l'observé
est de 1,2%, plus ou moins, hein, voilà. 1,2%, alors que sans la calibration, on était à 2%. Voilà. Donc on a gagné dans les 0,8% de précision là-dessus, sur cette bin-là. Donc après, bien sûr, si on veut être plus détaillé, on peut découper en plus grosses bins, hein. Bon, on peut faire ça juste après, mais bon voilà. Ensuite, on constate sur la bin juste au-dessus que là, on a 1% de différence. Et ici, on a 1,1, 1,2. Donc bon, on a gagné, mais le gain n'est pas énorme. Mais bon, c'est toujours un gain. Dans tous les cas, c'est très très rare que la calibration détruise vos résultats, hein. Concrètement, soit ça vous apporte un petit plus, comme là, bon, 0,1, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Soit ça vous apporte un gros plus, comme là par exemple, bah, quasiment 1%, c'est quand même beaucoup. Et voilà, c'est encore une fois ce petit truc-là qui va vous turn, en fait, qui va vous faire switch entre quelqu'un qui sait utiliser du machine learning et quelqu'un qui sait très bien utiliser du machine learning avec, du coup, hop là, un petit truc en plus, aller chercher le détail pour améliorer ses résultats. Bon, voilà. Ensuite, sur l'autre bin, donc là, on est à 0,5, enfin 0,4 de différence. Et ici, on est à 1. Donc voilà, on a gagné 0,6. Et puis après, encore une fois, ici, voilà, c'est un petit peu compliqué de juger. Mais bon, on a quand même une très bonne calibration, une calibration qui change de 0,1, de 0,18. Encore une fois, vu que la size est énorme, ça fake un petit peu la chose. Donc alors, si on va dans les outputs en réalité et qu'on télécharge le CSV Kaggle, hop, hop, hop là, et qu'on l'ouvre, voilà, vous voyez en fait le duplicate il vient d'où? Il vient du fait on a énormément en fait de valeurs exactement pareilles et du coup QCut ne peut pas cut puisqu'il dit ok mais là j'ai des valeurs qui sont pareilles donc quelle valeur je mets en premier et quelle valeur je mets dans la première bin et quelle valeur je mets dans la deuxième. Donc vous voyez hein, si on descend par exemple jusqu'à la valeur vous voyez, là, on peut descendre très très loin, hein. Voilà, jusqu'à la valeur 1600, on n'a que des zéros en prédiction. Donc, si on n'a que des zéros en prédiction jusqu'à la valeur 1600, comment est-ce qu'il peut faire des bins de 1300? Puisque les 1300 premières valeurs, elles sont de 0, ok, mais après les 300 autres sont aussi de 0, du coup impossible de faire la première bin. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une bin de taille très importante, enfin du moins beaucoup plus que ce qui était censé, beaucoup plus que ce qui était prévu. Et puis voilà. Donc si on veut augmenter les bins, on peut essayer. Alors, c'est pas sûr. La première bin se retrouvera toujours avec beaucoup plus de valeur, comme on vient de voir pourquoi en fait. Mais on peut toujours essayer de découper encore plus les bins pour les autres. Voilà. Vous voyez, hein, toujours 2100 valeurs, alors que normalement 653. Donc ici, là, on a une différence de 1%, alors que ici, on a une différence de quasiment 2%. De même plus de 2%. Voilà. La différence est de plus de 2%, et alors que là, voilà, la différence, elle est d'1%. Donc, bon, vous voyez, là, par exemple, sur cette bin, on aurait été gagnant. Enfin, on a été gagnant. Ici, la différence est de 1. Et ici, la différence est énorme. Elle est de 4%. Donc, ici, la différence, elle est de 0,5%, plus ou moins. Hop, c'est là combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et là, la différence, elle est de 1%. Donc voilà, encore une fois, on a gagné. Donc voilà. Pour résumer, la calibration isotonique, c'est très bien quand vous voulez améliorer l'interprétabilité de vos résultats. J'espère que vous avez compris comment est-ce que ça fonctionne en réalité derrière le petit code. Et puis, en général, dans quasi toutes vos bins, ça va vous donner de meilleures prédictions. Vous allez gagner en interprétabilité. Donc moi, je vous conseille de l'utiliser à chaque fois parce que c'est 4 lignes. C'est 4 lignes. C'est une ligne d'import de classe, une ligne de définition avec l'init, une ligne de fit et une ligne de transform. Donc concrètement, ça vous coûte 30 secondes à faire et puis ça améliore vos résultats. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt sur AGL Collab. Dans les prochaines vidéos, on verra sûrement des vidéos sur l'algo trading. Encore une fois, on reprend un petit peu la série. Et puis on va voir aussi des vidéos sur comment programmer un bot Telegram, très certainement. Donc sur ce, voilà, bonne fin de journée.